L'histoire, elle commence, comme beaucoup de gens, après un bac+5, moi dans l'informatique, rien de très original. Ce qui était un peu plus original, c'était que je travaillais dans la biologie. Moi, j'avais déjà identifié que j'avais besoin d'être hyper intéressé par ce que je faisais, quoi. Ça, c'était pas nouveau. C'était depuis le lycée. Moi, je trouve qu'il y a rien de plus frustrant que les gens qui me disent oui, je fais ça, ça me plaît pas, j'aime pas comment on travaille, mais bon, j'ai pas le choix. Je suis devenu freelance par frustration. C'était pas simple. Enfin, je suis bien placé pour savoir que c'est jamais simple de poser sa démission. Et ça te bouge parce que de toute façon, soit je trouvais un job, soit je me lançais à mon compte. Pour moi, c'était clair que c'était un peu des âmes sœurs business, quoi. On sentait déjà qu'il y avait du potentiel, qu'il y avait des choses à faire. Et effectivement, on se posait la question de finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait monter comme projet ensemble qui aurait plus d'impact que ce qu'on arrive à faire chacun dans notre coin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Aujourd'hui, je suis super contente du thème qu'on va aborder puisqu'on va parler de scale. On va sortir de notre statut de solopreneur pour devenir un solopreneur start-upper et pour nous raconter toutes les possibilités qu'on a en commençant en freelance de pouvoir créer une entreprise plus grande que soi. Je suis très contente de l'invité que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous le connaissez peut-être déjà si vous grenouillez dans l'univers des solopreneurs et des freelances. Il s'agit de Emilien Pécoul qui est le co-founder de superindep.fr. Salut Emilien, bienvenue au board. Salut Flavie, merci beaucoup pour l'invitation. Super content d'être là aussi. Ben ouais, mais carrément. Mais moi, j'arrête pas de vanter vos mérites parce que pour la petite histoire, tu m'as fait rire avec ton audit santé administrative là, parce que moi je me disais bon, c'est bon, je suis plus en micro-entreprise, j'en ai pas besoin. Je l'ai fait. Je me suis rendu compte que j'avais une petite ardoise à l'URSSAF. Rien de bien méchant, mais quand même. Donc j'ai compris toute la valeur perçue à l'écosystème. Et puis, j'ai plein de potes solopreneurs, freelance en micro-entreprise qui sont chez Superindep. Donc, merci de leur part pour tous les soucis administratifs que toi et ta team vous corrigez. Et justement, tu es là pour ça, pour nous raconter ta mue. Parce que, Emilien, ce que j'adore dans ton parcours, c'est que tu es un ancien freelance. Et maintenant, tu es start-upper. Un vrai start-upper, hein, qui lève des fonds, qui recrute et tout, la totale. Un vrai de vrai avec une entreprise presque rentable bientôt, on espère. Bientôt rentable. Et du coup, évidemment que c'est quand même un peu le mythe. D'un côté, on dit ouais, on est solopreneur parce qu'on veut être solo, on veut pas lever des fonds, nanana. Mais quelque part, c'est un peu le rêve aussi de pouvoir scaler au-delà de son temps, au-delà de ses compétences et créer une start-up comme ça qui peut conquérir des marchés et tout. C'est hyper intéressant de suivre ton aventure. Alors toi, tu vas nous raconter ton aventure en 5 épisodes, de salarié à scale-up. Voilà, c'est la vision pour Superindep. Et on va décortiquer étape par étape comment on fait quand on est salarié pour se faire repérer, quand on se lance en freelance, de freelance à solopreneur, de solopreneur à start-upper et de start-upper à scale-up. Donc restez avec nous. Si vous avez envie de dépasser votre plafond de verre, je pense que vous allez être servi avec cet épisode. Alors raconte-nous peut-être l'origin story d'Emilien. T'étais salarié, tu faisais quoi L'histoire, elle commence, comme beaucoup de gens, après un bac+5, moi dans l'informatique, rien de très original. Ce qui était un peu plus original, c'était que je travaillais dans la biologie. Moi, j'avais déjà identifié que j'avais besoin d'être hyper intéressé par ce que je faisais, quoi. Ça, c'était pas nouveau. C'était depuis le lycée. Comme pas mal d'entrepreneurs aussi, je me suis pas mal ennuyé à l'école. Et du coup, j'ai vite compris que il fallait que je pouvais mettre en œuvre, soit que j'ai vraiment un sentiment d'utilité, que je vois à qui ça servait, pourquoi, et que je puisse vraiment impacter les choses que je construisais, quoi. Et donc j'ai commencé comme développeur dans le milieu de la santé. Et en gros, comme beaucoup de gens en sortant de mon école, j'avais le choix entre m'orienter plus vers des carrières en ESN qui étaient mieux payées, mais qui à mon sens avaient moins en tout cas qui me parlaient moins justement en termes d'impact, ou justement essayer de travailler dans des plus petits groupes, des startups, où là je savais que j'allais être sous-payé, que j'allais beaucoup travailler, mais par contre que j'avais un petit espoir de faire des choses en tout cas très directes, très utiles. Et moi j'ai tout de suite pris cette voie-là dès 2009 du coup quand je me suis lancé. La voie du doer plutôt que du bullshit job. Écoute, c'est intéressant. Alors tu sais qu'il y a environ 25% des auditeurs du board qui sont pas encore lancés, donc ils sont salariés, peut-être comme toi à l'époque. Du coup, pour ces personnes-là, j'appelle les salariés diversifiés, quoi, ceux qui commencent déjà à se dire, ouais, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être broyé dans la machine, un peu l'anonymat du salariat quand on est à une fiche de poste? Qu'est-ce que tu nous recommandes? C'était quoi tes bonnes pratiques à l'époque pour être entrepreneur de soi? Parce que c'est pas évident quand on est assigné à une fiche de poste.
C'est pas évident, mais on peut vraiment faire énormément de choses en fait. Et je pense que le premier truc à se dire, à accepter justement, c'est qu'il faut pas subir quoi. Moi, je trouve qu'il y a rien de plus frustrant que les gens qui me disent oui, je fais ça, ça me plaît pas, j'aime pas comment on travaille, mais bon, j'ai pas le choix parce que on nous a dit de faire comme ça ou voilà, il faut faire comme ça. Non, il faut tenter des choses, même quand on est salarié. Au contraire, d'ailleurs, je suis d'autant mieux placé maintenant que je suis de l'autre côté de la barre en tant que patron pour vous dire que des salariés entrepreneurs dans le sens qui vont proposer des choses, qui vont s'intéresser aux problèmes à résoudre, qui vont challenger ce qui est mis en place de façon constructive, parce qu'évidemment juste dire il y a rien qui va en permanence, ça c'est la posture un petit peu trop simple autour de la machine à café qui n'a aucun intérêt. Mais par contre quand vous êtes constructif, que vous apportez des choses, que vous venez de challenger des process, que vous vous intéressez à dire bah tiens pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas ça, et puis historiquement vous avez choisi ça, mais vous auriez aussi pu choisir ça. Donc ça va vraiment vous permettre de vous placer, de montrer que vous avez de l'intérêt et de susciter de l'intérêt et peut-être de pouvoir impacter. Alors pas tout le temps, c'est là que ça peut être frustrant bien sûr, mais au moins en tout cas vous pouvez essayer, vous pouvez proposer des choses et mettre en place des choses. Et là encore pour mettre en place des choses, on n'a pas forcément besoin. Moi je challenge beaucoup quand on dit quand on demande à des gens qu'est-ce que vous voudriez changer dans l'entreprise pour que ça se passe mieux, très souvent ils vont dire bah ils devraient faire ça et ça. Non, en fait, posez-vous la question, toi demain, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, toi demain, qu'est-ce que tu peux changer dans ton job qui fait que ça va être vachement plus sympa? Je plus sois totalement. Moi, je pense que j'étais assez libre dans mon travail, mais parce qu'aussi je l'avais façonné comme tel. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand j'en parlais à des potes, ils me disaient toujours ah bon, mais t'as pris cette initiative ou ah bon mais qui t'a dit de faire ça? Bah je dis je sais pas. En fait déjà aussi votre manager il a pas que ça à faire de vous micromanager toute la journée, donc il y a plein de latitudes qu'on peut prendre. Et j'allais dire, je pensais que t'allais me dire ça d'ailleurs, que finalement c'est quand on est salarié qu'on a presque le plus de permissivité quoi, parce qu'en fait on a le temps, on a un salaire, on a un cadre confortable, donc on a le temps d'explorer, de se former, de faire des choses, et peut-être qu'on peut tenter des choses qu'on se permet plus de faire quand on est freelance. On le verra après dans la deuxième partie. C'est vrai qu'on a le temps, devient facturable. Et c'est vrai que le risque est moins important, mais finalement on se sent souvent plus enfermé et surtout moins responsable. En fait, c'est ça qui change beaucoup, je pense, dans l'approche. C'est qu'on se sent moins responsable et du coup on se dit bah, ouais mais ok, mais en fait si je m'intéresse à mon job ou pas, à la fin du mois je suis payé pareil quoi. Donc pourquoi oui, est-ce que c'est je une vais m'intéresser? responsabilité pour soi, c'est ça que tu dis, c'est ce que j'aime bien dans ta démarche, c'est qu'en fait, c'est pas que pour son manager ou son job, on le fait pour soi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour soi qui en plus rend meilleur dans son job de salarié? Je pense qu'un des premiers trucs qui est vraiment accessible à tout le monde et qui en plus est super bien financé quand on est salarié aussi, c'est tout ce qui est formation. Regardez des trucs qui vous intéressent, vous pouvez même mobiliser votre CPF sur des formations sans passer par votre entreprise. Ils n'ont pas forcément leur mot à dire à partir du moment où c'est pas fait sur les horaires sur l'horaire de travail. Et puis si vous voyez des formations qui vous intéressent ou des conférences, donc moi c'est les deux choses en l'occurrence que j'avais commencé à faire beaucoup. Regardez des conférences, des formations sur les sujets qui vous intéressent pour commencer à vous différencier, à progresser et justement à être d'autant plus pertinent dans les propositions que vous allez faire parce que vous allez devenir de plus en plus expert de votre domaine. Et la deuxième chose qui peut être faite et qui là pour le coup, alors j'ai envie de dire accessible à tous parce que ça coûte rien, mais ça coûte quand même du temps. Donc, faut quand même toujours relativiser ce qu'on dit. On n'est pas tous à égalité là-dessus, suivant où on en est, souvent notamment dans sa vie familiale. Mais en tout cas, une chose qui est assez sympa à faire, c'est tout ce qui est user group, les rencontres en fait, les meet-up qui se font le soir. Alors ça peut être les journées aussi ou les matins, mais il y a plein de rencontres et comme aujourd'hui, voilà, si vous êtes freelance, vous connaissez sans doute tout un tas de groupes de freelance, mais en fait, des groupes comme ça, il y en a sur tous les sujets tout le temps. Voilà, il y a des groupes de peinture, il y a des groupes pour l'agilité, pour le développement logiciel, pour le management, pour tout. En fait, il y a des groupes sur tout. Et puis s'il y en a pas, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne occasion d'en créer un aussi. Ouais. Voilà. Ouais, networking, quoi. Tu veux dire networking. Voilà, tout ce qui est networking et qui va vous permettre en fait de connaître tout un tas de gens qui font le même job que vous et qui vont vous challenger notamment sur la façon dont vous le faites, peu importe que vous soyez salarié ou pas pour le coup. Moi j'allais déjeuner, tu vois, déjà à l'époque, parce que comme ça c'était mon temps de pause et tout, parce que le soir je pouvais pas, et du coup même si t'as des enfants, le déj c'est pas mal. Moi c'est là-dessus que je fais le petit déj, tu peux le faire entre midi et 2, voilà. Petit déj pour moi c'est trop tôt, mais moi je suis plus du soir, mais après je comprends. Ouais, j'avais aussi beaucoup d'exécutives corporate qui allaient faire des petits déj
Super intéressant. Alors, qu'est-ce que tu nous lancerais comme défi si on était salarié diversifié comme toi au début de ton aventure entrepreneuriale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour se former un peu aux compétences d'entrepreneurs qui nous seront utiles pour la suite? Eh ben, je trouve qu'il y a un super défi qui est lancé par des créateurs de contenu, Kylian Talin et Valentin Decker, tous les ans, qui s'appelle le défi Brick. D'ailleurs, c'est en ce moment même, là, la semaine du 17 juin. C'est une super occasion de rejoindre des gens qui vont prendre la parole pour la première fois ou pas en ligne, mais ils vont vous donner plein de super conseils sur de quoi parler, comment surmonter votre peur, sur quel réseau adapter votre contenu, etc. Je pense que c'est le genre de ressources qui n'existait pas typiquement il y a 10 ans et qui est super précieux. Donc voilà, si vous voulez commencer à vous intéresser un peu à ce monde-là, commencer à vous rendre visible, tester un petit peu les réseaux sociaux, la prise de parole, la gestion d'un média, je pense que c'est un super truc à faire. Inscrivez-vous au prochain défi Brick et essayez de relever ce défi. Bah super, moi je suis inscrite aussi, figure-toi, parce que ça me donne des idées c'est jamais facile de prendre la parole en ligne. En tout cas, je confirme. Moi, j'avais commencé pendant mon 2e congé mat et je m'étais dit, allez, je me fixe 0 objectif pro, juste écrire un post tous les jours sur LinkedIn. Et ça paraît pas grand-chose, mais je t'assure que c'était hyper instructif pour la suite en tant qu'entrepreneur parce que à la suite, t'as besoin de faire connaître ta boîte, t'as besoin de rayonner, t'as besoin de gens qui achètent tes services. Donc, hyper bonne pratique. Écoute, Emilien, merci pour cette première étape de salarié déjà un petit peu plus, mais on voit que c'est à la portée de tout le monde. Et j'aimerais bien que dans le 2e épisode, tu nous racontes ta transition entre salarié et freelance. C'est parti. Alors, de salarié à freelance, toi, Emilien, quand est-ce que tu t'es lancé? Quelles sont tes bonnes pratiques? Pourquoi t'es devenu freelance aussi, tout simplement? Alors moi, je suis devenu freelance par frustration avec mon job, comme beaucoup de gens, je pense. Mais je pense qu'on a tous des raisons différentes. On peut tous être frustrés différemment au boulot. Et moi, comme vous l'avez vu, comme je l'avais expliqué, j'ai vraiment ce besoin de faire des choses qui sont utiles, qui ont du sens. Et quand j'ai l'impression du coup qu'on rame à l'envers, vraiment, c'est pas possible. Donc j'ai essayé, en étant entrepreneur de moi et en essayant d'être force de proposition dans l'entreprise, d'apporter des choses. Et en gros, on m'a dit non, comme c'est souvent le cas, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il y avait pas que, c'était pas juste. Moi, je me mets aujourd'hui à la place des managers à l'époque, un petit jeune qui a à peine 3 ans d'expérience, qui vient expliquer tout un tas de choses. Tu peux très bien lui dire, écoute, moi, je fais des logiciels depuis 15 ans, donc pour l'instant, on va faire on va faire comme j'ai toujours fait, et puis on verra quoi. Mais voilà, et du coup, moi, cela dit, je m'entendais très bien avec eux, et du coup, j'avais passé un deal avec eux. J'avais dit, bon, ok, on fait comme vous dites, comme vous voulez. Moi, je pense que c'est pas la bonne approche pour telle et telle raison. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a 10 ans, c'était une bonne approche pour telle et telle raison. Donc j'essayais vraiment d'argumenter tout ce que j'expliquais, et ensuite de leur dire, eh bien, du coup, moi je vous suis parce qu'effectivement j'ai pas votre expérience. Par contre, si ça se passe mal, je vous préviens tout de suite, je poserai ma démission. Le déploiement a eu lieu, ça s'est très très mal passé, et donc le lundi suivant, j'ai pu poser ma démission. Personne n'était surpris, mais c'est quand même important de dire que c'était pas simple. Je suis bien placé pour savoir que c'est jamais simple de poser sa démission. C'est un vrai pincement de cœur. On le vit toujours comme un échec, en fait. Même quand c'est pas sa boîte, même quand on a été frustré, même quand on a des très bonnes raisons de partir. On le vit comme un échec. C'est pas facile. On sait qu'on va blesser des gens, mine de rien, qu'on va peut-être mettre d'autres personnes en difficulté. Et voilà. Et là, quitter le navire. C'est pour ça que d'ailleurs que j'avais voulu vraiment prendre un peu d'avance pour l'annoncer, parce que je voulais pas être en mode, voilà, je quitte le navire parce que là c'est galère, on va plus rien pouvoir en tirer. Je voulais vraiment anticiper ça et dire, je sens que ça va couler, je vous le dis maintenant, je vais partir si effectivement on suit ce qui a été prévu et que ça se passe mal, quoi. C'est intéressant parce que bon, là tu remues plein de choses qui sont des freins tacites aussi à se lancer en freelance. La loyauté, par exemple. Moi, je fais partie de la team qui était très épanouie dans le salariat, donc moi j'ai aussi beaucoup d'hésitations sur est-ce que je casse ma carrière, mon statut, qu'est-ce que ça renvoie comme image de moi de vouloir partir alors que bon, tout allait bien. Donc si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas seul. On n'est pas obligé de partir parce qu'on était en burn-out ou que notre manager était toxique. Est-ce que tu avais déjà envie d'entreprendre? Tu avais déjà une idée ou non, tu t'es juste dit vas-y, go, je vais faire freelance?
à ce Non, stade? non, pas du tout. À ce stade, moi, mon but, c'était toujours le même, c'était de trouver du sens dans mon job et Ok. j'espérais encore pouvoir en trouver dans une entreprise. Et comme toi, je suis plutôt de la team loyale. Donc, en fait, si j'avais trouvé il y a 10 ans un projet d'entreprise auquel m'identifier, aligné avec mes valeurs et avec mes façons de travailler, je pense que sans doute, Tu je ne serais serais peut-être jamais en devenu freelance. CDI. Parce que c'était pas, en tout cas, ce que je recherchais, c'était pas vraiment le côté entrepreneur, comme je le Ok. disais, était plus par défaut que vraiment un choix ou une volonté depuis longtemps, même si je sentais quand même depuis longtemps qu'il y avait ce côté en moi. Je sais que c'est un truc je savais que ça pouvait me plaire, Hmm. mais c'était pas vraiment prémédité, en tout cas, au moment où j'ai posé cette démission. Euh, Est-ce que c'est ton terreau, le fait d'être dev aussi, et que c'est un univers dans lequel il y avait déjà pas mal de freelancing, peut-être par rapport à d'autres fonctions plus régaliennes ou qui connaissent moins le freelancing, qui t'a donné envie aussi? T'avais des potes freelance? Alors, j'en avais un, mais il a été extrêmement important dans ma vie professionnelle puisque c'est Florent Pellet qui est aujourd'hui mon associé chez Tiens, Superindep, tiens. un de mes associés. Mais oui, lui, il était déjà à son compte. Mais pour le coup, tu disais c'était plus répandu. Dans le dev, oui, c'est vrai que c'était plus répandu qu'ailleurs, mais ça restait vraiment l'exception, hein. Ok. Nous, je l'avais rencontré dans un user group, on était une cinquantaine dans le groupe, et c'était le seul freelance en tant que dev. Donc, la grande majorité, ça restait des gens qui travaillaient en ESN, quelques-uns chez des éditeurs, mais voilà. Donc, Donc c'était quand même. ça n'a pas trop changé parce qu'aussi il y a plein de gens qui, ouais, enfin tu vois, les freelances, même s'il y en a de plus en plus, on reste quand même un peu les outcasts un petit peu par rapport aux salariés. Enfin tu vois, dans Ça plein de reste groupes où on encore un va, peu l'exception, de voilà. moins en moins quand même, mais c'est vrai que ça Ouais. reste encore l'exception. La plupart du temps, effectivement, le côté entrepreneur est assez difficile à comprendre pour les autres. Et notamment, c'est pour ça que c'est très important de se poser la question justement de qu'est-ce qu'on recherche, de quoi on a besoin, quoi. Qu'est-ce qui fait que le matin on est content de se lever ou pas. Et moi, justement, comme il y avait vraiment ce sujet de la recherche de sens, je me suis dit, très bien, voilà, maintenant, j'ai plus de boulot. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, du coup, j'ai démissionné, j'avais pas de rupture conventionnelle, j'avais pas de chômage non plus. Mm. Ça fait partie des choses importantes à raconter aussi. On peut se lancer sans avoir droit au chômage Ouais. et on Du peut coup, y ça t'a arriver quand même. bougé pour freelancer quoi. Et ça te bouge parce que de toute façon, soit je trouvais un job, soit je me lançais à mon compte. C'est vrai que tu vois, c'est un bon argument parce que peut-être que si j'avais eu le chômage, en effet, j'aurais traîné jusqu'à retrouver un job plus ou moins pertinent. Alors que là, en fait, j'avais pas le choix. C'était soit je tentais un truc à mon compte, soit j'allais bosser dans une ESN parce qu'effectivement, sur tous les entretiens que j'avais passés, eux, ils étaient évidemment hyper chauds pour me recruter, mais par contre, j'avais toujours pas trouvé d'entreprise qui me fasse rêver, notamment sur la façon de travailler, sur les valeurs qu'ils pouvaient dégager. Donc, au final, j'ai fini par me lancer, notamment sous l'impulsion de Florent, en me disant bon, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire, je trouve pas de clients, ça marche pas. Et puis, ma foi, effectivement, j'irai travailler en ESN. Ce sera un échec de mon point de vue parce que j'aurais pas réussi à travailler avec les valeurs qui me plaisent. Mais tant pis, je referai ce que j'avais fait dans la boîte précédente, essayer de travailler sur moi et sur l'entreprise pour bouger les choses, quoi. Trop bien. Tu t'es lancé en micro, c'était déjà ça qui existait comme dispositif ou ça a changé depuis? Pas du tout. C'était en 2013, donc la micro était vraiment pas adaptée pour être dev. Le seuil, pour le coup, était vraiment trop bas. Donc moi, je me suis lancé tout de suite en EURL. J'avais la chance d'avoir un cousin comptable, ce qui a pu m'aider au Mm. démarrage. J'ai pu en parler avec lui, etc. On a monté rapidement les statuts. Ouais. Mais maintenant, J- ce serait micro, quoi, parce que avec, c'est quoi, c'est 77 000? Maintenant, ce serait clairement micro. D'ailleurs, tous les devs que j'accompagne maintenant, je leur recommande la micro. Voilà, bon, on Ok. pourra parler des différents régimes, c'est pas trop le sujet ici, mais c'est vrai aujourd'hui, c'est assez imbattable, surtout quand on fait du service pour se lancer, quoi. Trop bien. Alors là, il y a des pièces du puzzle qui se mettent en marche, j'aime bien. Déjà, je trouve ça très chouette parce que c'est grâce à tes activités d'avant, de salarié, entrepreneur de soi, que tu as rencontré ton associé futur, mais tu le sais pas encore à ce stade. Les deux en vérité, mais à ce Ah moment-là, il ouais. y en avait qu'un qui était à son compte et l'autre qui était encore salarié et qu'on a Ok. effectivement poussé à se lancer aussi. Ensuite, c'est parce que tu es devenu freelance que tu as peut-être rencontré ton persona futur, puisqu'aujourd'hui, Super Indep, ça parle des freelances, donc peut-être que c'est là aussi que ça a joué, que tu as vu aussi les problèmes auxquels on est confronté quand on Même est au-delà de ça, freelance. je suis devenu mon propre persona pour le coup. Voilà, nickel. Ça, c'est un très bon moyen aussi de monter une boîte. Hyper intéressant. Donc, d'ailleurs, je mets une ressource que tu me recommandes. C'est Hack Your Job. C'est quoi ça? C'est une newsletter que vous faites ensemble? C'est quoi cette ressource?
Hack Your Job, en fait, c'est une association basée sur Lyon qui accompagne les salariés de la tech qui veulent devenir freelance. Parce que, justement, quand on sait après quelques années d'expérience, donc, déjà, le truc à savoir, c'est que ça s'est très bien passé, sinon j'en serais pas là aujourd'hui, mais voilà, en gros, en un tweet, j'avais trouvé ma première mission en direct, j'ai tout de suite multiplié mon salaire par 3 en travaillant 2 à 3 jours de moins par semaine, donc c'était vraiment énorme, et le pire, c'est que c'était littéralement en faisant la même chose. Et un exemple tout bête, mais entre midi et 2, quand j'étais dans mon ancienne boîte, je donnais des formations entre midi et 2, sur des bonnes pratiques de dev. Tout le monde s'en foutait. Si j'avais une personne déjà, j'étais content. Et vraiment, tout le monde s'en foutait. Du jour au lendemain, je me suis mis à mon compte. Cette formation, littéralement la même, je la vendais 700 € par jour. Et forcément, là, par contre, c'était plein. J'avais 15-20 personnes tous les jours dans la salle. Et voilà. Donc, tout ça, c'était juste une question de positionnement et de trouver, en fait, les bonnes personnes à qui en parler. Et donc, j'ai compris qu'en fait, moi, ce que je voulais faire et la façon dont je voulais le faire, il y avait des gens que ça intéressait, mais que c'était pas forcément dans l'univers que c'était pas une majorité de gens déjà. Que donc, déjà, il fallait que je fasse vraiment l'effort d'aller les chercher. Et que donc, et là, effectivement, il y a une petite transition avec la suite aussi, mais que donc, il allait falloir que je fasse l'effort d'être visible sur ces sujets-là pour être capable d'aller toucher ces cibles sur des sujets spécifiques autour du dev qui, moi, m'intéressaient, quoi. Ok, super intéressant. On touche aussi au sujet de la niche. On commence à comprendre aussi comment tu crées ta valeur. Donc voilà, tu t'es lancé en freelance, tu as vu quel était le marché cible, quelle était ta réelle valeur sur le marché. Ça fait du bien aussi quand on passe de salarié à freelance parce que parfois, du coup, on comprend mieux ce qui a une valeur marchande et aussi quelle est notre valeur ajoutée. Et enfin, tu t'es pas arrêté là, Emilien, parce qu'après, t'es passé de freelance à solopreneur et tu vas nous raconter comment ça s'est passé. À ce stade, tu décides de te lancer comme solopreneur. Ça veut dire quoi pour toi à l'époque, en fait? Parce que là, t'as pas encore l'idée de super indep, on est d'accord? Tu t'es juste dit, tiens, je peux faire autre chose que coder. Tu t'es rendu compte qu'il y avait un service autre à vendre que ton code. C'est ça ta définition de solopreneur? Même pas. Ma définition de solopreneur, c'est ok, je vends du temps, et donc comment je fais déjà pour que ce temps il soit le mieux rémunéré possible, et idéalement comment je fais pour que ce que j'arrive à vendre ne soit même plus dépendant de mon temps. C'est vraiment ça les deux questions que tu veux résoudre quand tu veux un petit peu quelque part passer à l'échelle en étant tout seul. Et du coup, j'avais rapidement parlé de Hack Your Job dans l'épisode précédent. C'est une association où on a accompagné un certain nombre de salariés à se lancer dans la tech. Parce que on sentait qu'il y avait un truc à ce niveau-là, quoi. Nous, justement, on est devenu visible petit à petit, notamment parce que je communiquais beaucoup. J'ai commencé à faire des conférences en France, à l'international, etc. Notamment sur ce qui s'appelait encore Twitter, et qui fait que j'ai fini par avoir une visibilité qui fait que beaucoup de gens venaient me voir en disant mais comment tu fais pour apprendre tout ça, où est-ce que tu trouves du temps? Je dis les gars, en fait je me suis mis en freelance. Et du coup l'étape suivante c'est ok, comment est-ce qu'on se met en freelance? Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire cette association qui allait accompagner des gens. Et là justement c'est une des premières fois où ou en tout cas moi je me suis posé la question de tiens, effectivement je peux peut-être vendre autre chose que du code. Je peux aussi vendre des conseils, des services, je peux en fait partager ce que j'ai vécu en freelance et que je souhaite à tout le monde, c'est-à-dire travailler moins et gagner plus. C'est génial en fait. Non, et puis surtout que ça c'est vraiment la façon rapide de le vendre. Mais moi, pour rappel, j'étais ni intéressé à la base par le travailler moins ni par le gagner plus. Ça c'était vraiment en fait les effets bonus. Moi, c'était vraiment trouver du sens dans mon travail. Ouais, et ça, qui te plaise. Me mettre à mon compte, ça a vraiment été le déclencheur. C'est ce qui m'a permis de trouver derrière des missions qui m'ont plu, où j'ai pu mettre en œuvre ce qui me plaisait, où j'ai pu prouver, voir aussi que ça marchait, tout ce que je racontais justement, tout ce que j'avais voulu mettre en place avant. Et du coup, j'ai pu faire cet effort petit à petit d'aller chercher des clients que ça intéressait. Et comme je le disais tout à l'heure, ces clients, c'est pas la majorité. Par contre, c'est des clients qui sont prêts à payer beaucoup plus cher que les autres pour avoir ce niveau de qualité et de suivi dans leur projet informatique. Ouais, donc alors moi, souvent, je décris l'activité du solopreneur selon les 4 piliers, tu vois, expertise, médias, produits et communauté. Donc déjà là, expertise, t'es monté grave d'un cran, même de 10 crans, t'es allé vraiment cibler une niche qui te payait plus, etc.
communauté, là, Hack Your Job, ça t'a apporté des revenus, ça t'a apporté des missions, ça t'a apporté de la visibilité, en tout cas, c'était un peu ton média aussi. C'était même alors pour le coup, non, c'était moins un média que, effectivement, ça nous générait un peu de revenus parce qu'on faisait payer le mentoring 100 € par mois pour les gens qu'on accompagnait. Okay. Et par contre, c'était pas tant un média parce que ça restait très local. Au final, on a accompagné, à l'époque, c'était en 2016, on a dû accompagner sur un an entre 30 et 50 personnes, tu vois. Okay. Par contre, non, mon média, moi, c'était Twitter à fond. J'étais tout le temps dessus, je communiquais beaucoup dessus. Et puis donc toutes les conférences que je pouvais faire à droite à gauche, ça c'était plutôt le côté communauté, c'est que petit à petit, en fait, le réseau, surtout dans la tech, mais j'imagine c'est pareil partout, en vérité est assez fermé, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait 2-3 ans les tournées un peu de toutes les conférences d'Europe sur les sujets qui t'intéressent, en fait, tu retrouves un peu tout le temps les mêmes conférenciers, les mêmes organisateurs, et donc très vite tu crées un réseau effectivement très intéressant qui t'amène des missions très intéressantes, y compris à l'international. Moi, c'est grâce à ça notamment que j'ai pu aller travailler en Belgique, aux Pays-Bas. Là encore, vous imaginez déjà quand on vient chercher votre expertise en France, en général, les gens sont prêts à payer cher, mais à l'étranger, là, on arrivait à des TJ qui commençaient à passer à plus de 3 chiffres, ce qui commençait à être vraiment très intéressant. Hyper intéressant. Quels seraient les conseils que tu donnerais, toi, du coup, à un freelance, alors tech ou pas, bon, toi, t'étais freelance tech, mais pour passer à la step solopreneur? Et quelle a été ta motivation aussi derrière? Pour moi, je dirais que justement, quand on est salarié ou quand on veut faire la transition, ce qui est vraiment important, c'est de se former soi, d'investir sur soi, d'apprendre tout un tas de choses, de trouver sa niche, de créer son expertise. Et une façon je trouve, de passer à l'étape suivante, c'est de commencer à donner des formations et chercher à donner des formations. C'est un truc qui est hyper intéressant parce que justement, ça va continuer à vous faire monter en termes d'expertise, ça va vous apporter des revenus et en plus, vous pouvez vous poser la question de comment réfléchir à des formations qui génèrent des revenus passifs avec pourquoi pas des formations vidéo, des choses comme ça. Donc pour moi, ça va vraiment dans le sens du solopreneur parce que ça affine votre expertise et ça vous permet de chercher un positionnement où vous vendez plus que votre temps ou en tout cas vous vendez vraiment votre temps à l'échelle, quoi. Ok, écoute, franchement, je valide. C'est pas pour rien que d'ailleurs, la plupart des solopreneurs, ils arrivent à scaler en devenant ce qu'on appelle infopreneur ou en tout cas education business parce que c'est en gros, je raconte comment j'ai fait pour en arriver là. Et en fait, ça a une énorme valeur, surtout sur des marchés où il y a beaucoup d'informels, parce qu'il n'y a pas d'école pour devenir freelance, il n'y a pas d'association nationale, enfin tu nous en parleras d'ailleurs, t'essayes de faire des trucs avec Bercy, tout ça, avec le gouvernement pour que ça bouge un peu, mais t'es d'accord que c'est pas hyper formalisé comme apprentissage. Pas très structuré en tout cas. Voilà, pas très structuré. Et clairement, moi, c'est ce que je veux faire aussi avec l'incubateur solopreneur, c'est qu'on ait les mêmes qualités d'apprentissage dans ces voies-là que pour créer une start-up. Où en fait, pour les start-up, il y a plein de frameworks, il y a plein d'incubateurs, il y a plein de subventions. Voilà, donc c'est une injustice qu'on va résoudre. Et puis en plus, l'education business, c'est un marché en forte croissance parce que tu l'avais dit au début. Mais il y a de plus en plus de gens qui veulent se former par leurs propres moyens, donc on va pas forcément aller dans des centres de formation standards pour se former, je sais pas moi, à des nouveaux langages informatiques ou à des nouvelles façons d'être solopreneur. Trop bien. À ce stade, on est d'accord que t'as pas encore ton idée de produit scalable. Enfin, donc toi, ton produit scalable, c'est plus ou moins les formations que tu vends. En partie scalable. Alors ouais, en tant que solopreneur, en gros, c'est ça. Mais par contre, effectivement, moi, ce que je sens déjà à cette époque-là, notamment parce que Hack Your Job, je l'avais déjà cofondé avec Florent et Clément, qui sont aussi les cofondateurs de Super Indep. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais pour moi, c'était clair que c'était un peu des âmes sœurs business, quoi. C'est-à-dire que c'était des gens qui m'ont appris énormément, qui sont hyper alignés avec mes valeurs. Et j'avais qu'une envie, du coup, c'était de me dire, mais en fait, si on montait une boîte tous les trois, je suis sûr qu'on pourrait faire un truc de dingue. Donc, on sentait déjà qu'il y avait du potentiel, qu'il y avait des choses à faire, et effectivement, on se posait la question de, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait monter comme projet ensemble, qui aurait plus d'impact que ce qu'on arrive à faire chacun dans notre coin. Ok, donc c'était ça ta motivation à passer de solopreneur à start-upper. On va documenter ton parcours et tes débuts, surtout de start-upper, et vraiment comment t'as fait ton passage de l'un vers l'autre dans l'épisode suivant. Mais je trouve ça super intéressant, voilà, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un solopreneur et à quel moment toi t'as décidé. Et finalement, tu t'es décidé de te lancer dans l'aventure plutôt pour créer une aventure collective et t'as pris ce prétexte-là pour trouver ensuite la bonne idée pour te lancer, quoi. C'est pas l'idée d'abord, c'est peut-être l'association d'abord, si je dois résumer. Dans notre cas, oui, et de toute façon, les idées, bon, on pourra en parler, hein, mais enfin, de mon point de vue, toutes les idées sont bonnes, enfin pour un business, voilà, il faut surtout pas se limiter à non mais ça existe déjà, non mais ça marchera jamais, non mais
Ouais. Honnêtement, l'idée compte très très peu par rapport à l'exécution. C'est un truc qu'on répète souvent, mais pour ceux qui l'ont déjà vécu, on se rend compte à quel point c'est vrai. Ok, bah écoute, c'est top. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la suite. Tu vas nous raconter comment on passe de solopreneur à start-upper. C'est parti. Alors, solopreneur, bye bye. T'as décidé t'as rencontré tes âmes sœurs professionnelles. Tu t'es dit, vas-y, go, faut que je fasse un truc avec eux. J'ai plein de questions à te poser sur ce stade-là parce que déjà c'est pas facile de quitter son statut, enfin c'est pas un statut, mais tu vois ce que je veux dire, son quotidien de solopreneur où on maîtrise tout, où on est en un confort financier, on a un début de scalabilité pour se relancer dans l'inconnu. Parce que finalement, en fait, toi, t'as fait que quitter une solution confortable pour aller à chaque fois vers un petit peu moins de confort et un petit peu moins de certitude. Comment ça s'est passé à cette époque-là? T'es passé par quelle étape en fait? Est-ce que tu peux me décrire ta migration de solo à associé et start-upper? Je savais que j'allais perdre, potentiellement beaucoup, mais en gros, je savais que j'allais perdre potentiellement de l'argent et du temps pour espérer avoir de l'impact. Et moi, c'est ça qui me drive, c'est ok, comment je peux être utile à d'autres gens et comment je peux aider d'autres gens à vivre ce que j'ai vécu. Encore une fois, tu vois ce qu'on a dit là, bah voilà, travailler moins, gagner plus, mets-toi à ton compte, sois content de te lever le matin, c'est juste génial. Comment je peux faire pour qu'il y ait plus de gens qui puissent s'épanouir comme ça et voilà, et le bouquin a été écrit dans ce sens-là, toute ma com était autour de ça, Hack Your Job c'était pour ça. Et donc la logique effectivement suivante, c'était de dire bah très bien, c'est super. Aujourd'hui, on a accompagné 50 devs à devenir freelance, sont super contents. Et puis j'ai pu voir des impacts. Enfin, il y en a que je connais très bien puisqu'il y avait notamment mon frère que j'ai aidé à se lancer à l'époque. Et voilà, et j'ai bien vu l'impact professionnel, personnel, tout a été génial quoi. Et donc c'était vraiment cette idée de bah comment est-ce qu'on fait maintenant pour aller encore un cran plus loin. Et mais par contre, tu vois, je voudrais pas opposer parce que tu disais, bah, ouais, tu vois, t'es allé à l'étape suivante, etc. Moi, je trouve que, tu vois, tu peux pas, en tout cas, tu peux pas dire que typiquement être start-upper, c'est l'évolution logique d'être solopreneur. C'est vraiment des trucs complètement différents. Et suivant ce qui te drive, bah, tu vas trouver plus d'épanouissement en essayant de monter une start-up qu'en essayant d'être solopreneur. Mais vraiment, c'est des délires qui sont complètement différents. Et tout comme, d'ailleurs, moi je le précise assez souvent, hein, tout comme solopreneur, c'est pas forcément le Pokémon évolué de freelance. Exactement. Parce qu'en fait, moi je connais plein de freelances qui gagnent hyper bien leur vie, qui sont cool, qui sont tranquilles, qui bossent 3 jours ou 2 jours par semaine, et c'est pas du tout le même délire que ma vie de solopreneur. Donc voilà, moi oui, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, sur la route de la scalabilité, si on prend juste l'angle scalabilité, normalement, la startup elle scale potentiellement encore plus. En tout cas, c'est le but. C'est-à-dire que bah, quand tu es solopreneur, tu es censé effectivement réussir à faire en sorte que tu génères de la valeur sans avoir besoin d'y passer du temps. Et donc, tu essayes de trouver des solutions scalables. Et quand tu es en startup, bah, c'est ça, mais puissance 1000, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tu vas essayer de trouver des solutions pour que d'autres gens trouvent des solutions qui eux-mêmes ne vont pas leur nécessiter de passer trop de temps pour produire de la valeur. Donc, c'est là vraiment que ça change parce qu'effectivement, tu vas commencer à te poser des questions de management, tu vas commencer à te poser des questions de gestion. En fait, là où c'est très très différent de capitaux, bien sûr, mais là où tu dois lâcher les rênes. Et ça, c'est un truc qui est très difficile, surtout quand on est solopreneur. On a l'habitude de tout gérer. T'as une relation à peu près direct entre ton impact et ta capacité de travail et tes revenus. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, si tu bosses 60 heures par semaine, tu vas sans doute gagner 2 fois plus que si tu bosses 30 heures par semaine. Je caricature un peu, mais c'est l'idée. En tout cas, tu vois vraiment un impact direct, surtout quand tu factures à la journée, forcément. Et alors que quand tu es en startup, ça peut être complètement l'inverse. Très rapidement, en fait, quand tu dois commencer à manager d'autres personnes, ce qui peut se passer, c'est que tu peux travailler énormément de façon complètement non constructive, parce qu'en fait, tu vas essayer de compenser le travail que d'autres personnes devraient faire, comme tu avais l'habitude de faire quand tu étais tout seul. Et du coup, ça va juste être pas constructif parce que ce coup-ci, t'es plus tout seul, donc ça marche plus. Tu peux pas juste absorber la charge de travail de tout le monde. Il faut juste que tu structures quelque chose, que chacun trouve sa place dans la structure pour être capable d'avoir quelque chose qui génère du revenu et qui génère du revenu de façon rentable. Par contre, je reviens à l'histoire de l'idée. Parce que tu avais trouvé tes associés, mais à ce moment-là, vous saviez pas encore que ce serait super indep, ni quel problème, etc. Est-ce que tu peux me raconter comment on trouve la bonne idée de start-up? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de solopreneurs qui sont en train de frétiller, en train de se dire, vas-y, go, je me lance et tout, mais comment ça s'est passé pour passer de 0 à 1, en fait? Donc déjà, il n'y a pas de bonne idée. Il y a des idées et elles sont plus ou moins bien exécutées.
Et il vaut mieux une mauvaise idée bien exécutée qu'une bonne idée mal exécutée. C'est frustrant, mais c'est l'histoire du business, c'est l'histoire des startups. Celles qui réussissent, c'est pas toujours les meilleures d'un point de vue produit, ni même d'un point de vue commercial. C'est juste celles qui ont bien exécuté. Bien exécuté, ça veut dire justement investir au bon moment, sur les bons sujets, communiquer de la bonne façon, au bon moment, etc. Alors, tout le monde fait des erreurs, hein, je vous rassure, on galère tous, il n'y a pas de problème. Ça non plus, c'est inné chez personne. Mais globalement, c'est vraiment ça qui est important. Après, du coup, justement, étant conscient de ça, nous, on s'est dit, plutôt que de chercher l'idée révolutionnaire, en fait, on va juste chercher à régler les problèmes qu'on a. On a quoi comme problème, nous? On est freelance et on s'emmerde avec l'URSSAF et les impôts. Bon, du coup, c'est bizarre parce que c'est les comptables, généralement, qui gèrent ça. Ouais, mais on n'est pas forcément satisfait de nos comptables. Mais pourquoi, finalement? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas satisfait de ce qu'ils font? En fait, c'est que eux, leur boulot, c'est de faire de la comptabilité, sauf que moi, la comptabilité, je m'en fous. Ce que j'aimerais, c'est juste pas avoir de problème avec l'URSSAF et les impôts. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça s'appelle pas faire de la comptabilité. Donc, on va trouver une solution pour régler ce problème-là. Et en gros, pour caricaturer, notre analyse a été, en fait, si on a eu des problèmes, c'est parce que personne nous a dit, personne n'a eu le réflexe de dire, tiens, il faut que tu ailles voir ça, ça et ça, pour être sûr que tout marche bien, quoi. Et si personne le fait, c'est soit que les gens sont pas au courant, soit que ceux qui sont au courant, souvent ils sont déconnectés. C'est-à-dire que d'un côté, par exemple, il y a les impôts qui savent que, je sais pas, faut faire gaffe à ta TVA et ta CFE. De l'autre côté, il y a l'URSSAF qui sait qu'il faut faire gaffe à tes cotisations sociales. De l'autre côté, il y a les impôts particuliers pour tes revenus, etc. Mais tout ça, c'est pas connecté. Et donc, on s'est dit, sachant qu'on était dev, forcément, ok, nous, on va développer une solution technique à ça. On va faire un système qui va se connecter à tous ces sites en permanence pour vérifier ce qui s'y passe et te le ressortir de façon compréhensible, constructive dans une interface. C'était vraiment ça la base de l'idée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base, ça ne ciblait pas du tout les auto-entrepreneurs, puisque ça ciblait ce que nous, on était, donc des EURL à l'époque, en société, en se disant, voilà, mais cela dit, tu as ces mêmes problématiques d'aller chercher des infos que tu ne comprends pas et dont personne te dit où elles sont. Moi, mon anecdote personnelle, c'était les fameux 30 000 euros que la CIPAV m'a réclamé. Alors que j'avais un comptable, alors que je pensais tout bien faire, et au bout de 3 ans, en fait, j'ai appris que non, j'avais cet organisme à qui je devais de l'argent, dont personne ne m'avait jamais parlé, et voilà. Et donc on s'est dit, si on avait une solution qui était capable d'aller vérifier tout ça tout le temps, en permanence, en fait, ça rendrait service à tout un tas de gens. Ok, donc trop bien. Donc t'es parti quand même d'une connaissance marché en fait, à défaut de partir d'une idée de start-up. Et ça, je trouve ça pas mal aussi parce qu'on n'en parle pas assez, même pour les solopreneurs. C'est plutôt partez de ce que vous connaissez, votre marché, votre expertise, plutôt que d'une idée farfelue comme ça, genre qui va être la meilleure idée pour sauver le monde. Alors, on pourrait parler de ta start-up pendant longtemps encore, mais on a encore une étape à suivre dans ton évolution. Juste pour finir sur le côté startup, un solopreneur qui se lancerait dans l'aventure startup, tu lui donnerais quoi comme conseil? Ce serait quoi les bons conseils à suivre, les fausses bonnes idées que tu as eues, enfin les pièges à éviter, si on devait résumer quoi pour ceux qui sont prêts à faire ce step? Déjà, ne crois pas parce que tu es le meilleur dans ton domaine que tu vas réussir à monter une boîte où tu vas devoir justement gérer d'autres gens et construire fédérer autour d'un projet, parce que c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. Et surtout, pose-toi bien la question de qu'est-ce que tu es prêt à perdre, parce que monter une boîte, ça va te coûter énormément, surtout quand tu es solopreneur. Tu vas diviser tes revenus par 2, voire par 3. Tu vas passer de 3 à 4 jours de boulot par semaine à 7 ou 8 jours de boulot par semaine. Oui, c'est impossible, mais on y arrive quand même. Donc vraiment, il faut te poser les questions de comment tu vas gérer cette transition, est-ce que tu es prêt à le faire et pourquoi tu veux éventuellement le faire. Encore une fois, moi, comme ce qui me drivait, c'était l'impact et pouvoir essayer d'aider peut-être plutôt que quelques dizaines de personnes, des milliers, pourquoi pas un jour des centaines de milliers de personnes. Du coup, ça me semblait tout à fait cohérent et j'étais prêt effectivement à investir énormément pour aller dans cette direction. Et effectivement, c'est littéralement ce qui s'est passé. On s'est mis à travailler plus. Alors surtout au début, c'est le pire moment. Le début, c'est quand tu lances ta boîte, mais que t'as même pas bien trouvé ton market fit. Du coup, t'es obligé de bosser beaucoup à côté aussi. Là, concrètement, t'as 2 boulots, un qui te sert à manger et un qui te sert à essayer justement de te projeter sur quelque chose qui a plus d'impact à terme. Alors, du coup, est-ce que tu veux bien, enfin, je sais pas si tu as envie d'être transparent sur ces chiffres, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais qu'on comprenne combien de temps ça t'a pris aussi
à avoir une start-up, tu disais rentable, presque rentable. Ça t'a pris combien de temps? Vous faites combien de chiffres d'affaires aujourd'hui? Qu'on voit aussi la différence d'impact entre un solopreneur et un start-upper. Alors justement, elle n'est pas encore rentable. En 2023, on a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, pour vous donner une idée. C'est quasiment le CA que j'avais en tant que solopreneur. Voilà. Ni plus ni moins, sauf que là, on est 15. Donc, et donc tout ça, évidemment, ça ne peut marcher que par des levées de fonds, que par des process aussi, où on voit, enfin, il faut voir comment ça s'améliore et que ça va bien dans la bonne direction. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est un défi qui n'a rien à voir, c'est pour ça que je challenge beaucoup. Enfin, honnêtement, même un solopreneur qui ferait 3 millions d'euros de CA tout seul, je serais toujours pas convaincu qu'il aura les bonnes armes pour lancer sa startup. C'est vraiment très différent comme délire. Ok, mais bon, tu regrettes pas aujourd'hui. Ah non, moi je regrette pas du tout. Mais encore une fois, parce que moi je sais que ce qui me drive, c'est l'impact, et que même si au final, pour une raison X ou Y, on n'y arrive pas, tu vois, je sais pas, il y a un projet de loi qui nous met dedans, qui fait que on peut plus accompagner les auto-entrepreneurs, ou je ne sais quoi. Et ben, n'empêche qu'entre temps, on aura accompagné, tu vois, aujourd'hui plus de 5000 auto-entrepreneurs depuis 2018, et ça, c'est le truc moi qui me parle. Je suis en train de calculer combien d'années il me faudra avec le board encore. Quoique moi, si je considère le podcast, j'ai déjà pas mal d'impact aussi, mais c'est le média, c'est pas tout à fait pareil qu'un produit. Super intéressant, Emilien. Écoute, je te propose qu'on clôture la mini-série avec la suite. Comment passer de start-up à scale-up, c'est-à-dire augmenter encore son impact. Et là, c'est incroyable le voyage qu'on est capable de faire de salarié à freelance, solopreneur, start-upper et scale-upper. Je sais pas si ça existe comme mot, mais peut-être de l'inventer. On va parler du projet Scale Up pour Super Indep. C'est parti pour le dernier épisode. Alors, donc, tu me parlais un peu des chiffres de ta startup, donc qui sont déjà des super chiffres. C'est quoi la suite une fois qu'on a lancé sa startup, qu'on a trouvé son market fit, qu'on est presque rentable? Je veux dire, là, t'es déjà au stade de presque 1% des startups, parce que toutes les autres sont mortes avant, d'accord? Qu'est-ce qui se passe ensuite? De mon point de vue, en tout cas, en fait, il y a plein de définitions, parce que je suis même pas sûr qu'il y ait une définition officielle de startup et scale-up. Mais moi, de mon point de vue, c'est tant que t'es dans la galère à essayer de trouver ton market fit, machin, à essayer de convaincre des investisseurs, t'es plutôt dans la startup. Et quand tu commences à lever des fonds et avoir un vrai modèle de MRR qui se met en place, machin, pour moi, t'es plus dans la scale-up. On s'est vraiment dit, ok, on va faire une levée. On voit pas comment faire autrement sur un produit tel qu'on le vit aujourd'hui, qui est un SaaS, une version de SaaS un peu premium, si tu veux, c'est-à-dire que c'est un produit, mais où il y a vraiment un vrai accompagnement humain derrière. Tu peux vraiment parler à des gens, c'est pas juste tu te démerdes avec ton truc et on veut pas te parler. Tout simplement parce que les auto-entrepreneurs, évidemment, ils ont énormément de questions sur 1 million de choses. Comment je fais pour facturer, comment ça marche à l'étranger, et puis la TVA, c'est quoi, puis comment je déclare mes impôts. Donc évidemment, on a des bases de connaissances qui sont énorme, mais n'empêche que le fait de pouvoir échanger, parler à un humain, ça rassure. T'as un peu de service, quoi. Voilà. Du coup, ça te rajoute une brique servicielle. Donc, t'as aussi effectivement un petit peu ce côté-là. Mais du coup, au final, notre produit, c'est à partir de 19 euros par mois. Donc, quand tu vends un produit 19 euros par mois, c'est pas comme quand t'as des DTJ à 1500 euros par jour. C'est pas du tout le même business model. Donc, t'as besoin d'aller chercher des milliers de personnes, et donc t'as besoin d'avoir évidemment une approche marketing à l'échelle, et tu as besoin vraiment de réfléchir à long terme et d'accepter qu'au début, ta société, elle va perdre de l'argent, puisque le temps d'avoir les quelques 10 000 personnes nécessaires, 10 000 clients nécessaires pour que ta boîte soit rentable, tu as besoin d'investir sur la com, tu as besoin d'investir sur le support, sur le produit, etc. Donc c'est pour ça qu'on est passé par cette case levée de fonds, et que derrière, nous, l'objectif, c'est vraiment cette année d'aller chercher la rentabilité. Et donc si on regarde la trajectoire actuelle, c'est effectivement ce qu'on va atteindre. Trop bien. Alors, il y a plein de trucs qui m'intéressent encore dans ton parcours. Je trouve que vous avez, et je connais pas tes associés, mais vous avez gardé aussi cet ADN freelance même dans votre façon de fonctionner, parce que quand on s'était rencontrés à l'époque, tu m'avais dit par exemple les investisseurs, ils demandent qu'on ait plein d'employés en CDI alors que moi j'aime bien travailler aussi avec des freelances. Aujourd'hui, tu as encore des freelances dans ton équipe? Est-ce que ça fait partie des nouvelles façons de faire start-up ou scale-up, ou est-ce que d'une certaine manière, quand on devient scale-up, on n'a plus le choix, on doit prendre des employés maison et les garder en CDI? Non, alors nous on a la chance d'avoir un super investisseur en plus, donc il est pas du tout chiant là-dessus. Pour le coup, c'est plutôt des organismes qui t'accompagnent, style réseau entreprendre, etc. Mais pour des bonnes raisons aussi, parce qu'en fait ce réseau existe pour créer de l'emploi, et donc forcément si eux,
c'est là que c'est un peu ambigu. Après, est-ce que du coup, si tu prends des frais, est-ce que tu veux créer de l'activité ou est-ce que tu veux créer de l'emploi, tu vois? Enfin bref, bon, peu importe. En tout cas, eux, leur sujet, c'est de créer de l'emploi et donc, notamment pour être accompagné ou aidé par le réseau Entreprendre, tu vois, ces problématiques-là. Mais globalement, oui, on travaille encore avec beaucoup de freelance et pour nous, évidemment, c'est un non-sujet parce qu'on a été de l'autre côté de la barre et qu'on sait bien qu'en plus 9 fois sur 10 quand on est arrivé nous à un endroit, alors ça fait pas du tout humble de dire ça, mais concrètement, oui, on avait souvent une meilleure expertise que les gens sur place, pas parce qu'ils étaient nuls, juste parce qu'ils avaient pas le même parcours et que du coup ils avaient pas eu le temps et cette chance de pouvoir se former. Et d'ailleurs, petite anecdote assez rigolote, mais très souvent quand je passais en mission, peu importe où je passais, tu pouvais être sûr que dans les 6 mois qui suivaient, tu avais une vague de démissions de gens qui se mettaient en freelance. Parce qu'effectivement, je passais mon temps à leur expliquer, mais les gars, je fais rien de mieux ou de différent de vous, si ce n'est des choix, effectivement, que j'ai fait peut-être il y a 3-5 ans par rapport à vous. Ouais, et puis surtout, quand t'es freelance, forcément, tu vois beaucoup plus de problèmes parce que t'enchaînes les problèmes chez plein de clients. Donc, je dirais que t'es plus problème aware, entre guillemets, qu'un salarié. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on adore travailler avec des freelances, justement, pour le côté expertise, pour la vue extérieure. Et voilà. Et après, de toute façon, alors on a des problématiques. Il y a aussi des gens qui préfèrent être salariés, hein, tout simplement. Donc, il faut savoir s'adapter. Mais nous, aujourd'hui, en tout cas, on travaille avec des freelances et c'est clairement un non-sujet. Et je pense effectivement que c'est une grande force. Alors, à la fois ça, et puis tout ce qui pour nous aussi est un non-sujet, gestion du télétravail. C'est-à-dire que nous, on s'est même pas posé la question de prendre des bureaux ou de vouloir faire travailler les gens à tout prix sur place. Non seulement ça n'a pas de sens, mais en plus ça a un coût non négligeable quand tu te lances. Et puis le fait de s'ouvrir entièrement, ça fait que tu peux recruter des gens de partout. Et aujourd'hui, du coup, on a des gens à Paris, on a des gens à Lyon, on a des gens à Montpellier, on a des gens à Angers, et on s'en fiche. On veut juste des gens qui sont contents de travailler ensemble. Et d'ailleurs, pour le coup, justement, maintenant que je me suis beaucoup intéressé au management, il y a un truc que j'ai compris il y a pas si longtemps que ça. C'est que beaucoup de gens qui crachent sur le remote, alors je dis pas qu'il y a pas que des bons côtés, hein, il y a aussi des choses très intéressantes dans le fait de travailler côte à côte. Oui. Mais il y a un truc très chouette avec le remote, c'est que ça met en évidence les erreurs et les défauts de management et le manque de confiance principalement. Et du coup, beaucoup de gens effectivement disent mais ça marche pas ou c'est compliqué ou non mais revenez parce que là on n'y arrive plus. Mais en fait, c'est principalement parce qu'ils ont un manque d'organisation ou voilà. Et le fait d'avoir une structure qui, dès la création, a cette approche-là, en fait, ça t'aide à justement à mettre en place des outils de la confiance par défaut, une ambiance du coup et une façon de travailler qui fait que en fait n'importe qui arrive va être à l'aise et va tout de suite trouver ça normal de bosser en remote, ce qui n'empêche pas qu'on se voit plusieurs fois par semaine. Pas forcément avec toute l'équipe du coup, vu que de toute façon on n'est pas forcément colocalisé, mais voilà, on se voit énormément et si on se voit pas physiquement, on fait des visios, on discute toute la journée, après plusieurs fois par an on se rassemble tous ensemble aussi, bref. Donc ça c'est vraiment un sujet et je pense que ça fait partie des choses aujourd'hui, pour les scale-up de demain, mais d'ailleurs, en tout cas, toutes les boîtes qui, moi, m'inspirent aujourd'hui, en général, ces deux choses-là, c'est aussi des non-sujets chez eux, quoi. C'est aussi bien travailler avec des freelances que le travail à distance. C'est pas du tout un sujet. Mais on voit que vous avez gardé, en fait, votre ADN et c'est ce que j'adore aussi dans ton parcours. Et je pense que c'est pour ça que Super Indep, ça cartonne. Parce qu'en fait, ça cartonne. Je regardais vos avis clients. Parce que moi, quand je recommande une marque, tu vois, je veux toujours m'assurer que ça soit top. Moi, je l'avais testé pour moi, je trouvais ça top, mais tous les avis clients, ils sont dithyrambiques. Tu m'avais dit d'ailleurs, pour mes avis du board, tu m'as dit, fais gaffe, t'as que des avis positifs, tu vas te faire bloquer sur Google, ils vont croire que c'est du fake. Mais vous, c'est pareil. Et je pense que, voilà, tu t'incarnes ton persona parce que tu l'as été. T'as cette culture de travail qui est toujours imprégnée de freelancing et donc d'acceptation, travail avec des freelances et tout. Et je pense que ça fait une scale-up aussi pas comme les autres parce que tu renies pas ton héritage et c'est aussi l'alignement, je trouve, entre ta mission, ton persona et ce que toi t'as été et les étapes par lesquelles t'es passé. Donc ce qui fait aussi que vous êtes tous, tu vois, sympas et d'un bon service chez Super Indep quand enfin voilà, vous avez je sais pas comment dire, ce feeling un petit peu solopreneur indépendant qui se sent quoi. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que moi, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir changé, tu vois, dans mon parcours. Pourtant, si je regarde mon quotidien, ça a évidemment plus rien à voir avec ce que je faisais il y a 10 ans. Mais effectivement, j'ai toujours cette même motivation, cette même envie
le matin, de croiser quelqu'un dans la rue, dire tiens, tu te fais chier dans ton taf, mais attends, essaye le freelancing, tu vas voir, peut-être qu'il y a moyen que tu t'éclates avec ça. Je veux pas caricaturer et dire que c'est la solution à tout, hein, bien sûr, c'est complètement faux, et comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut s'épanouir dans tout un tas de choses, mais en tout cas, voilà, c'est effectivement toujours ça, moi, qui me drive, et ce côté impact. Et donc, au final, même si mes journées, d'ailleurs, aujourd'hui, j'écris plus une ligne de code, et finalement, ça me manque pas, alors que j'adore coder, mais ça me manque pas plus que ça, parce que le job que je fais par ailleurs, j'ai l'impression qu'il a l'impact que je cherchais à avoir. J'ai l'impression que ça prend petit à petit, que ça commence à faire boule de neige. Et ça, c'est un truc qui fait super plaisir. Et tu fais bien de parler des avis, parce que c'est quand même un truc, à la fin de la journée, tu vois, je te disais tout à l'heure, finalement, même si au final ça marche pas, ou que voilà, qu'on se prend un gros truc qui fait qu'on s'en sorte pas, il se passe pas une journée sans qu'on ait un gars ou une freelance qui nous écrit ouais, merci beaucoup pour ce que vous avez fait, ou génial, c'est vraiment incroyable ce que vous faites et tout. Et ça, vraiment, c'est le truc à la fin. Alors, si tu peux être millionnaire en plus, c'est sans doute très bien, mais juste ces avis-là que tu reçois au quotidien, tu vois, c'est là en fait que je me retrouve complètement dans mon alignement de vouloir faire quelque chose qui a du sens. Je pense que un bon signal faible, c'est quand tu reçois tous les jours des gens qui te disent merci vraiment pour ce que vous faites. Tu sens que tu résous un pain, vraiment un truc dur, quoi, un truc que personne d'autre n'a voulu résoudre, et que voilà, évidemment, tu fais des erreurs, et tu peux pas être parfait partout, mais au moins tu as eu cet impact-là, et moi, c'est ce qui fait que je me sens hyper aligné avec ce que je fais. Millionnaire en love, ça sera la conclusion. Et bientôt en euros, bien sûr, quand la scale-up va encore continuer à scale, et on pousse tous avec vous. En tout cas, je suis hyper contente que tu sois venue nous raconter ton parcours, parce que c'est très inspirant, parce qu'en fait, on voit comment dire, qu'il n'y a pas de prédestination aussi, il n'y a pas d'assignation. On peut être salarié, freelance, solopreneur, start-upper, scale-upper si on veut. En fonction de vos motivations, il n'y a pas d'obligation bien sûr, et surtout c'est génial de voir une telle trajectoire en France comme ça se développer. Je suis hyper fière que vous soyez partenaire du board aussi, parce que être aligné comme ça entre ses valeurs, ses clients, la mission que vous avez et tout, c'est très très chouette. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Alors je précise aussi, je vais mettre plein de choses de complément, parce que tu m'avais préparé plein de choses pour vous aider, vous, les freelances, les solopreneurs, si vous voulez scale sur la partie startup et scale-up. On va vous mettre plein de ressources aussi que Emilien a préparées dans la newsletter du board. Est-ce que tu veux nous laisser avec un mot de la fin, Emilien, pour conclure sur cette ascension, ce scale de salarié à scale-upper? Alors en vrai, je l'ai déjà dit, mais ça me semble tellement important. Demandez-vous le matin, qu'est-ce qui fait que vous êtes content ou pas de vous lever, et dites-vous ok, comment je fais pour changer ça, parce que pour moi c'est vraiment ça le point hyper important. J'ai vu beaucoup trop de gens justement dans les nombreux freelances que j'ai accompagnés se cramer et finir en burn-out, parce qu'ils croyaient qu'en fait ils voulaient juste gagner plus d'argent, et puis quand ils sont fait 504 CA par an, en fait ils ont juste fini en burn-out et ils ont profité de rien du tout. Et donc voilà, vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. On peut être salarié, on peut être freelance, on peut être solopreneur, on peut être start-upper, on peut être tout ce qu'on veut. Donc, s'il y a bien deux mots à faire passer, c'est ça, c'est on peut être tout ce qu'on veut, mais il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut être. Ça revient juste à ça, et pas se dire, voilà, c'est vachement mieux d'être ça ou ça. Non, tu peux t'épanouir dans n'importe quoi à partir du moment où tu connais, tu maîtrises tes valeurs. À partir de là, fais en sorte de les atteindre en investissant sur toi, et tout se passera bien. Et puis tu peux changer aussi, parce que c'est pas linéaire, c'est pas inéluctable. Et d'ailleurs, tu m'inspires d'autres épisodes, mais j'avais déjà pensé avant. Figure-toi que le chemin inverse est vrai. De plus en plus de scale-uppers ou de start-uppers deviennent solopreneurs, parce que c'est bon, ils en ont soupé des levées de fonds, des machins, du management. Ils sont pas comme toi là, ils sont plus dans la lune de miel. Ils ont envie de revenir tranquillou, faire un business scalable en solo. Donc c'est ok. Et peut-être qu'on pourra faire un épisode match retour avec un autre entrepreneur qui nous racontera sa transformation dans l'autre sens. J'ai même des contacts là-dessus si tu veux. Ça marche. Merci beaucoup Emilien d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et puis à la prochaine dans la communauté. Venez discuter, nous raconter un peu vos plans de scale, votre trajectoire, vers quelle situation votre cœur balance. Et puis on se retrouve sinon dans les prochaines mini-séries du board. Salut tout le monde.